Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. Toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Au programme aujourd'hui, le débrief des 2 derniers matchs du Paris Basketball. D'abord, on va parler de la courte défaite à Quimper, puis on va enchaîner avec la victoire ce week-end à Évreux. On va aussi un peu parler forcément d'infirmerie, parce qu'elle s'est malheureusement bien remplie ces derniers jours. Pour cet épisode, nous sommes 3, la même équipe que pour le dernier podcast. Salut Lilian et salut Samuel. Salut. Salut tout le monde. Donc avant de débuter, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @ParisB-8OnAir, sur Facebook Paris Basketball on Air. Vous pouvez aussi suivre toute l'actualité du club sur notre site, parisbasketball-onair.fr, avec l'interview de Loïs Gendret après son match à Évreux qu'on a publié cet après-midi. Voilà, messieurs, on ne va pas perdre plus de temps. On part tout de suite pour cet épisode. Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 10. Let's go. Yo, ici c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Voilà, et on débute avec la défaite parisienne contre Quimper. C'était il y a une dizaine de jours, une défaite 72-67 en terre bretonne. Quimper qui, à ce moment-là de la saison, était toujours invaincu en championnat. Pour faire un rapide résumé, on a eu droit à un match très défensif qui ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Paris qui a eu plusieurs occasions pour l'emporter et qui est vraiment pas passé loin, qui a été un peu juste. On commence du coup, Sam, plutôt vers toi. Moi, je me souviens au dernier podcast, tu disais que ce match était le plus important des matchs qui allaient arriver pour Paris. Qu'est-ce que tu en retiens finalement de cette rencontre à Quimper ? Alors j'avais dit plus précisément, mais c'était ça, j'avais dit que c'était un match qui allait être important pour la suite de ce qui allait arriver, sachant que tu rencontrais des équipes un petit peu plus modestes après Quimper et que se mettre en confiance en battant l'équipe invaincue depuis le début du championnat et depuis longtemps à l'extérieur sur son parquet, ça aurait fait bonne impression. Mais je pense que mentalement, l'effet à la fin du match, il est là, malgré la défaite. C'est une défaite qui se joue vraiment, qui se joue à un petit détail à la fin, à une erreur de jeunesse et à un système qui a été plus ou moins respecté. Mais Paris a sorti un match très, très solide, selon moi, sur les 40 minutes. Quand tu connais le contexte, à savoir un effectif qui est sans Gauthier Denis avant ce match-là, donc c'est jamais facile de jouer sans un de ses piliers. Et Paris a accroché une équipe comme Quimper jusqu'à la faire douter, jusqu'à repasser devant. Et alors l'issue, elle est dommage, mais je pense que parmi les défaites qu'aura le club cette saison, celle-ci, c'est une qui est positive. Lilian, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Est-ce que toi aussi, tu as cet aspect positif comme Sam ? Ouais, bien sûr, il y avait de la frustration tout d'abord chez nous, comme chez les joueurs certainement, mais au final, comme l'a dit Sam, c'est sûr que c'est le type de défaite sur lequel tu peux apprendre et qui va certainement servir au long de la saison parce que Paris a accroché l'un des cadors du championnat, Quimper, qui on a cessé de le répéter, n'a toujours pas perdu dans sa salle depuis plus d'un an. On va dire que c'est une bonne expérience à prendre pour la suite et maintenant il va falloir capitaliser là-dessus. On part du coup sur les 3 thèmes un peu de cette rencontre. Le premier match que j'ai sélectionné, c'est le volume et l'adresse à 3 points parisienne sur ce match. Est-ce que je vous pose la question plutôt vers toi, Lilian? Est-ce que ce qu'on a vu notamment contre Quimper, alors je donne un peu les chiffres, 5 sur 27 à 3 points, c'est le deuxième volume de tir le plus important depuis le début de saison à 3 points tenté. 12 sur 16 au lancer franc, c'est le deuxième pire volume tenté depuis le début de saison au lancer. Et Paris qui a aussi son plus petit volume de tirs tentés sur un match avec 56 tirs seulement. Lilian, toi, est-ce que tu penses vraiment que c'est le mal parisien ? Comment tu as un peu vu cette rencontre du côté de l'attaque parisienne ? C'est vrai que souvent, Paris, quand Paris a un petit peu de difficulté en attaque, il se repose beaucoup sur le 3 points. Et c'est même une tendance qu'on voit plus cette saison. Paris shoot de plus en plus à 3 points. On est à peu près dans les équipes qui shootent parmi le haut de tableau des équipes qui shootent le plus. Mais le problème, c'est que Paris a l'un des pires pourcentages à 3 points. On tourne autour de 29%, donc ce qui est assez catastrophique. Et c'est un peu le problème. Et le souci aussi, c'est que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément le meilleur des tirs à 3 points qui en prennent le plus. Sur ce match, c'était notamment Juan Bégarin ou encore Nobel qui ont des adresses assez fluctuantes qui ne sont pas forcément au rendez-vous à chaque match.
Et donc, ça s'est fortement ressenti sur ce match. Mais je pense que c'est aussi la défense de Quimper qui nous a obligés à trouver d'autres solutions et à jouer plus sur les extérieurs, peut-être qu'à l'accoutumée. Et Jamel, puis, toi, qu'est-ce que tu en penses, ouais? ouais, et puis surtout, euh, pour une équipe qui n'a pas des bons pourcentages à 3 points, je crois que celui qui avait le pourcentage le plus correct sur un nombre de tirs pris, c'était Kevin Franceschi avant ce match-là. Il fait 0 sur 6 sur la rencontre. Donc, c'est vraiment, dont un à la fin qu'on se rappelle, qu'on se commémore. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Après, moi, j'ai du mal à pointer la réussite parce que je pense que c'est pas une question de mécanique ou de bons shooters parce qu'on a des bons shooters en soi. Nobel Bongo Kolo, c'est un bon shooter à 3 points quand il s'y met. Kevin Franceschi sur ce qu'il avait montré. Gauthier Denis aussi. Barbic est capable d'en mettre. Bégarin bosse là-dessus. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est, et comme là, c'est en lien avec ce que vient de dire Lélian, à savoir c'est la défense de Quimper qui nous a forcé, c'est le choix. Le choix et le timing de ces tirs à 3 points qui souvent sont des tirs à 3 points désespérés et pas qui est des tirs qui résultent d'un collectif intéressant. Ah, moi, je vous rejoins aussi là-dessus. J'essaie de retrouver un peu les stats à 3 points de Nobel Bunkolo, qui finit à 1 sur 5 à 3 points. Et moi, le problème que j'ai avec Nobel, c'est que je trouve qu'il tente beaucoup de tirs à 3 points qui sont hyper compliqués. Il a une sélection de tirs de loin que je trouve vraiment. Alors, aussi parce qu'il prend des shoots souvent en fin de possession, mais ce sont pas des bons tirs. Et souvent, en fait, ce que je vous rejoins, c'est que quand Paris n'a pas de solution, quand Paris est bloqué et face à la défense de Quimper, qui est une des tout meilleures du championnat, bah, c'est sûr qu'à un moment, Paris est forcé à avoir des mauvais tirs. Mais moi, je trouve que 27 tirs à 3 points, on est quand même sur quelque chose. Enfin, je crois que c'est quasiment la moitié en fait, des tirs qui ont été tentés ce jour-là. Et c'est un peu trop. Ouais, ouais, après c'est son jeu, Nobel. C'est son jeu. C'est un joueur qui est, par rapport aux autres, un petit peu plus solitaire. C'est pas un reproche, hein, parce que c'est comme ça aussi qu'il a fait gagner beaucoup de matchs. Et je te dis pas que c'est pas un joueur collectif. On l'a vu notamment sur la deuxième partie de saison l'année dernière qu'il était capable, autant offensivement que défensivement, de se mettre au diapason avec les autres. Mais c'est vrai que cette saison, alors je sais pas s'il a en tête le titre de meilleur marqueur ou d'MVP, mais on le sent un petit peu plus porté vers l'offensive et sur le scoring, plus que sur le respect de ce qui se passe collectivement sur certains moments. Je te rejoins là-dessus. Juste pour dire, sur le match, Nobel, Johan Bégarin et Ken Franceschi shoot à E3 à 4 sur 23 points. Donc ça montre, voilà, c'est un peu ce problème-là. Si 3 joueurs, et notamment Johan Bégarin, qu'on prend 9, c'est beaucoup trop. Même si on sait qu'il bosse là-dessus, comme tu le disais, Sam, c'est vraiment trop. Je vous propose qu'on enchaîne sur le deuxième thème. Là, on va passer sur une individualité parce qu'il y a quand même eu des points positifs du côté individuel. Et je voulais qu'on souligne la performance d'Amara Sy, qui a été, je vais commencer avec toi, Sam, plutôt, qui pour moi a été étincelante sur ce match. Et si Paris a tenu aussi longtemps dans cette rencontre, c'était parce qu'Amara était sur le terrain. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est Amara qui a remis l'équipe sur les bons rails. Dans le dernier podcast, on disait que son match avait été compliqué. J'ai oublié l'adversaire, mais que son match avait été compliqué. C'était Denain. C'était C'était Denain, non? Antibes, Antibes. Denain et Antibes. Ouais. Et Denain et Antibes, on disait que ça avait été un petit peu compliqué parce qu'il revenait de blessure. Bon, bah, le retour et l'adaptation n'a pas pris trop de temps. L'amiral est revenu bien bien fort, 15 points, il a manqué que 2 tirs, il a été présent dans tous les côtés, il a vraiment fait du bien. Et je pense que c'est aussi par exemple un joueur qui a su épauler Dustin Sleva dans la raquette et lui redonner un petit peu confiance à un certain moment dans le match. Donc c'est intéressant d'avoir un Mara à ce niveau-là. Lilian, qu'est-ce que tu as pensé un peu du match d'Amara Sy? Très complet comme à son habitude. C'est lui qui a un peu, quand on était en première période, on sentait que Quimper aurait pu prendre le large et son entrée a fait du bien à Paris dans tous les secteurs. Il a permis de gratter des ballons en défense qui ont donné quelques paniers faciles en attaque. Donc, non, il a fait un vrai bon match. Et ouais, sa relation avec Sleva était assez intéressante, mais surtout en fin de match où les deux ont réussi à chaque fois un peu en mode ping-pong à permettre à Paris de rester dans le match et presque de l'emporter. Donc, non, très intéressant le retour d'Amara qui, au final, réitère des performances qu'il avait fait en début de saison. Ouais, moi, je te rejoins là-dessus. Juste pour dire, quand il rentre Amara en début de match, il y a 17-8 du côté de Quimper.
Et au milieu de deuxième quart-temps, il permet à Paris de prendre 5 points d'avance. Donc il y a quand même un différentiel qui est assez énorme. Et surtout, en fait, il était installé au poste 5. Il était installé au poste 5 quasiment une très grosse partie de ses minutes. Parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Surtout, ça marchait pas et qu'il se mêle en attaque sur une grande partie de la rencontre. Et quand on avait deux intérieurs de Sinsleva et Amarassi qui occupaient qui occupaient la raquette et qui étaient trouvés poste bas, ça permettait d'avoir de la création beaucoup plus facile, forcément, qu'avec Ismaël, qui est un peu plus limité de ce côté-là. Et ça a beaucoup embêté Quimper à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez ressenti un peu cet aspect-là aussi dans le match. Ouais, et puis surtout que Quimper, ils n'ont pas forcément de gros défenseurs à l'intérieur. Ryan Reed et j'ai oublié le nom des autres intérieurs, mais ce n'est pas forcément des gros défenseurs non plus avec un gros physique. Donc tout cela ça a permis à des joueurs comme Amara, même en étant placé en 5, qui n'est pas forcément son poste habituel, de prospérer sur le match. Ouais, puis on va voir après qu'il a l'habitude un peu de changer de poste parce qu'on ne l'a pas retrouvé forcément en 5 à Évreux ce week-end. On enchaîne peut-être sur. On parlait un peu au début de ce que cette défaite. Est-ce que cette défaite aurait du positif? Sam, je commence par toi. Toi, du coup, tu disais un peu en préambule que tu voyais quand même c'est une défaite qui fait gagner des choses du côté de Paris. Moi, je pense personnellement qu'on a vu le meilleur match défensif de Paris cette saison, par exemple. Bah, clairement, déjà t'encaisses 72 points, mais c'est contre une équipe qui est quand même très, très, très solide. Et pourquoi moi je pense que tu retiens du positif, c'est dans la tête. Alors évidemment, à chaud, tu es frustré. Quand tu sors de ce match, tu es un joueur du Paris Basketball, tu te dis pas presque c'est bien les gars. Évidemment, tu es dégoûté, surtout quand tu vois le scénario. Mais je pense que le discours du coach, du staff, ce qui a été dit après, c'est les gars, on n'avait pas Valentin, on n'avait pas Gauthier, on était mal embarqués et on a fait douter Quimper chez eux, à deux doigts d'aller mettre fin à une série exceptionnelle. Donc on va s'appuyer là-dessus. Et je n'ai pas envie de spoiler la suite du podcast, mais quand on connaît ce qui s'est passé ensuite à Évreux, forcément, ça a eu des effets positifs dans le groupe. Lilian, tu penses la même chose? Juste pour dire, Sam, tu disais que Paris n'est pas passé loin. Sur les dernières minutes 30, Paris n'a pas marqué, mais ils font une faute offensive sans ballon du côté de Sleva. Il y a eu les deux lancers de Noël Bonkolo qui sont manqués. Et puis, tu t'en parlais, il y a le temps mort et le système pour Kevin Franceschi en fin de rencontre qui est pas forcément très bien respecté et qui donne un shoot vraiment compliqué. Lilian, toi aussi, du coup, toi aussi, tu vois du positif dans cette défaite, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr, et pour ne pas faire de redite par rapport à ce qu'a déjà dit Sam, il a été très complet. C'est encore un match où Paris a réussi à installer une certaine régularité. Alors, pas pendant les 40 minutes, mais au moins, il y a plus ces hauts et ces bas qu'on a pu connaître l'année dernière, par exemple. Et ça, c'est positif parce que maintenant, depuis quelques matchs, à chaque fois, Paris arrive à rendre des copies plus ou moins propres. Et donc, ça, c'est très positif pour la suite. Et on va voir qu'à Évreux, ça a été aussi le cas. Ouais, bah même je pense qu'on peut mettre aussi le match d'Antibes dedans, où tu as une équipe qui est concentrée, allez, 35 grosses minutes sur la rencontre, et on est assez bien placé depuis plus d'un an maintenant hein, pour savoir que Paris, c'est rarement le cas sur leur rencontre. Donc là, pour moi, la principale évolution depuis aller 4-5 matchs, c'est vraiment que Paris commence à gagner en stabilité sur ces rencontres. Sauf si vous avez un dernier point sur ce match à ajouter, je vous propose qu'on passe au match d'Évreux. Du coup, un match qui s'est déroulé ce week-end, c'était à Évreux, justement, en Normandie. Une victoire parisienne cette fois-ci, 79-72. Un match où Paris a démarré déjà avec des blessés, tout simplement parce que Gauthier Denis était absent. Il y avait le retour de Valentin Chéry, mais on a aussi il y avait le forfait pardon, de John Bécarin et la blessure malheureuse de Kevin Franceschi. Enfin bref, une infirmerie qui s'est remplie. Je pense qu'on va en parler, on va en parler un peu après. Euh, Lilian, toi, qu'est-ce que tu as pensé globalement de cette rencontre à Évreux du côté Paris? Moi, ce que j'ai noté en préparant le podcast, c'est que la jeunesse a pris le pouvoir. Alors, elle l'a déjà pris par moment, l'année dernière, cette année aussi. Mais je trouvais que là, le contexte du match, la blessure de Kevin dès les premières minutes, les absences de Gauthier et de Juan, il y avait pour le coup, alors sur le terrain, il y avait en jeune, il y avait dans le 5, il y avait Milan et Ismaël Kamagaté.
Et je trouvais que vraiment, les deux ont pris leurs responsabilités et c'était très, très bien à voir parce qu'ils l'ont fait de bien belle manière. Et enfin, plutôt sur la fin, pour une fois, c'est un match au couteau où Paris n'a pas craqué. Alors, peut-être aidé par les arbitres, on y reviendra certainement. Mais en tout cas, Paris l'a emporté alors que c'était serré jusque dans la dernière minute. Sam, toi, tu pensais à ce que Paris gagne le match à déjà quand Paris est mené de 7 points à la mi-temps, tu pensais que Paris allait l'emporter derrière? Honnêtement, hein, très honnêtement, on va remettre le contexte. Vous l'avez évoqué, mais tu as le retour de Valentin Chéry, mais il n'est pas à fond. Tu n'as toujours pas Gauthier Denis. Tu as Kevin Franceschi qui se blesse en cours de match. Tu n'avais pas non plus Jeanne Bégarin, c'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, chez les habituels joueurs qui jouent les matchs, tu n'avais que Milan Barbic sur la ligne des arrières. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire que c'est ça, c'est ça. tu vas faire un match avec Milan. Donc, du coup, il fait jouer Loïs Gendré. Et comme l'a dit le coach, il a été le facteur X. Mais est-ce que je pensais, j'espérais, je l'espérais. Mais si tu me posais la question pendant le match, est-ce que tu penses que Paris va gagner? Je t'aurais dit non. Je t'aurais vraiment dit non. Et c'est pour ça que je te dis que cette défaite à Quimper auparavant, je pense que elle a eu des effets sur le groupe. Alors, c'est un groupe qui, même avant la défaite contre Quimper, était déjà comme ça, super soudé. On commence à avoir un groupe qui vit ensemble depuis quelques temps et qui sait qui est qui. Mais là, à l'extérieur, c'est une remontada à l'extérieur. Pour le Paris Basketball, c'est vraiment pas négligeable. Ouais, je vous propose qu'on parle justement des trois thèmes qu'on a sélectionnés et qu'on parle en premier lieu de la constance de cette équipe, comme on le citait un peu avant. Voilà, si je dois résumer globalement, on a eu 35 minutes du Paris Basketball avec le contexte qu'il ne faut pas du coup négliger. Ces 35 minutes ont vraiment été très qualitatives à mon sens. On a juste eu 5 minutes dans le deuxième quart-temps où Paris prend un 12-0 de la part d'Evreux. C'est ça qui fait aussi que Paris est loin derrière au score à la mi-temps. Est-ce que pour vous, c'est surprenant en fait d'avoir on va prendre sur cette session échantillon-là, pardon, sur ce match avec autant de blessés, avec autant de circonstances qui font que Paris peut perdre ce match dans beaucoup d'aspects. Est-ce que c'est normal d'avoir vu un Paris Basketball aussi cohérent, aussi constant sur 40 minutes? Je ne sais pas si c'est normal, mais et même, tu parles de régularité sur 35 minutes, et encore les 5 minutes où Paris prend un peu l'eau, on va dire que c'est corrélé avec le fait que c'est au moment de la première rentrée de Loïs Gendré. Donc, on peut se dire que c'est un moment qui n'est pas évident. En plus, après un bon début de match, Milan et Ismaël Kamagaté baissent quand même un tout petit peu de régime. Donc c'était limite compréhensif que Paris baisse de régime, et on pensait que ça allait du coup continuer en seconde période, mais pas du tout. Mais en fait, c'est juste que cette équipe, elle a été très solidaire et il y a de vrais guerriers dans cette équipe. Sam mentionnait Valentin Chéry qui était encore pas à 100% sur ce match, mais les stats sont pas là. Mais je veux dire, le match de Valentin Chéry dans le combat, dans le comportement, c'est exemplaire. Pareil pour Amara, il n'a pas des stats aussi ronflantes qu'un Quimper, mais il fait toutes les petites choses qu'on ne voit pas forcément et qui permettent au final à Paris de l'emporter. Donc non, c'est très positif. Et même, on a vu que là, sur la fin, on a vu Dustin Sleva, l'homme fort du Paris de Basketball ces dernières semaines, se réveiller en fin de match, mais on a également vu Nobel. Et ça, c'était super intéressant, le fait qu'il se rattrape par rapport à sa petite bévue de Quimper, on va dire, et qu'il puisse impacter dans le money time. Ça a tout simplement permis à Paris de l'emporter. Carrément. Et juste pour redire, Amara, c'est vrai qu'il n'a pas eu de réussite au foot, mais il finit meilleur passeur de l'équipe sur le match. 7 passes décisives, Amara. Il a fait un bien fou pour le collectif. Pour un match comme ça, pour que tu t'en sortes, il faut que tous les ingrédients soient réunis. Et là, pour le coup, tout fonctionnait. À savoir, c'est le meilleur match en carrière d'Ismaël Kamagaté. T'as Nobel Bongo-Kolo qui se réveille quand on l'attend. T'as Milan Barbic qui, malgré le contexte, fait une paire très solide. Et puis, pour moi, tu as les deux, pour moi, les deux choses peut-être les plus importantes sur la rencontre. C'est-à-dire que si Loïs ne fait pas un bon match, tu ne gagnes pas ce match. Si Loïs ne fait pas une rentrée exemplaire et un match comme il a fait, tu ne gagnes pas ce match. Il est rentré avec des intentions. Loïs Gendré, qui ne joue pas une minute par match habituellement, là, il rentre, il a un travail à faire et il le fait. Il joue intelligemment avec ses capacités. Et sans ça, tu ne peux pas gagner ce match. Et puis, au bout d'un moment, Dustin Sleva, qu'est-ce qu'on peut dire?
Il te met 0 points. Il te met 0 points en première mi-temps. Il t'en met 17 en deuxième mi-temps. Et le coach, il a dit qu'il lui a même pas parlé à la mi-temps. C'est-à-dire que le mec, il sait. Tout est dans sa tête. Il sait ce qu'il doit faire. Moi, je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Dustin Sleva, c'est le MVP de la saison de Pro B pour l'instant. Moi, je vous le dis. C'est trop. Je suis pas loin de te rejoindre. Je suis pas loin de te rejoindre. Juste pour noter aussi ce qui fait que ça a plutôt bien marché, c'est que Paris a été très propre collectivement. Si on se base un peu sur les stats, alors tu parlais Sam des 7 passes décisives d'Amara que j'avais complètement zappé, je les avais même pas vues. Surtout du coup, ça veut dire que Sleva et Amarassi ont 13 passes décisives à eux deux. Paris a fait 21 passes décisives, c'est le record cette saison, même en comptant les matchs de Leaders Cup. Et ils ont perdu que 11 ballons, ce qui est aussi le record parisien. C'est le plus faible total sur un match depuis le début de saison. Ça montre aussi que cette équipe, il s'est passé quelque chose collectivement samedi. Et je pense que tu parles de. Je pense qu'on peut enchaîner sur les individualités, sur Ismaël et sur Loïs. Ces deux-là ont brillé justement parce qu'il y avait un collectif autour qui fonctionnait super bien. Il y a eu des ajustements de Jean-Christophe Prat à la mi-temps qui ont vraiment, vraiment aidé aussi cette équipe à bien fonctionner. Et ben, si on parle justement d'Ismaël Kamagaté, il commence le match, il est habitué à faire des matchs, à commencer très doucement, à commencer comme un diesel. Sur le premier quart-temps, Paris met 22 points, lui il en met 10 des 22, je crois qu'il met les 6 premiers, il est partout. Et quand on pose la question au coach après le match, il dit à la mi-temps, tu devrais avoir quasiment double-double, tu devrais être beaucoup plus fort, on devrait voir que toi. Et on a vu que lui en deuxième mi-temps, Ismaël. Clairement parce que défensivement, on connaît ses qualités. Et c'est un garçon qui rate un seul tir, il prend des mi-distances, il avait une confiance en lui ce jour-là. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti pareil, Ouais. mais je trouve que Ismaël, alors il passe des caps, il passe des paliers à une vitesse folle. Mais encore une fois, sur ce match-là, il a mangé Évreux, par exemple. Moi, j'attendais le jour où il allait prendre et rentrer ses mi-distances parce que nous, on sait qu'il est capable de le faire parce qu'on voit souvent les shoot-around juste avant le début des matchs et il en prend pas mal et il en met pas mal. Et moi, j'attendais avec impatience ce jour et j'espère que ça va lui permettre de continuer parce que si en plus à sa palette, tu ajoutes les mi-distances, je plains ceux qui vont être en face de lui des deux côtés du terrain. Juste dernier truc pour finir sur Ismaël, va falloir m'expliquer comment les contres sont comptabilisés dans les stats. Je suis d'accord. Ça, je ne comprends pas. J'en compte au moins 4, je crois, dans ce match, dans ce match à Évreux. Mais c'est pas possible. Non, mais peut-être, du coup, on peut peut-être enchaîner sur Loïs avec toi, Lilian. Tu disais un peu hésitant en première mi-temps. On parlait d'une deuxième mi-temps parfaite. Il met un tir en angle zéro avec la planche qui est fou, qui, je crois, pour moi, fait basculer un peu le momentum du match. Toi, comment tu as ressenti sa rencontre à Loïs, Lilian? C'est assez fou la différence, enfin les deux visages qu'il a montré entre sa première période et la deuxième. Sur sa première entrée, on sent vraiment un joueur un peu timoré qui n'était pas prêt à rentrer à ce moment-là. Et on sent toutes les remontées de balles étaient dures. Il a eu du mal à défendre sur Tillman et on le comprend quand un garçon vous rend certainement plus d'une vingtaine de kilos, c'est pas facile de le contenir. Et puis en seconde période, on sent que le passage Enfin, c'était quand même osé de la part de Jean-Christophe Prat de l'aligner avec 3 intérieurs et lui en seul arrière de métier. Et pourtant, il l'a fait et ça a plutôt bien marché. Il a pris, pour le coup, en seconde période, il a pris les initiatives qu'il devait prendre. Il n'hésitait plus à poser le ballon à terre. Et c'était vraiment intéressant et c'était surprenant. Après, voilà, comme on dit, il a un petit peu de réussite. Son premier 3 points avec la planche dans le corner, ça n'arrive pas souvent, donc il n'en remettra pas des comme ça. Mais non, très impressionnant et j'espère que ça lui servira surtout pour la suite parce qu'il sera certainement amené à rejouer de grosses minutes déjà face à Poitiers, peut-être face à Nantes, mais là, d'ici là, il y aura peut-être eu quelques retours. En tout cas, c'est une bonne expérience à prendre pour lui et c'est totalement mérité. C'est le travail qui paye, comme dit Jean-Christophe Prat. Ouais, et puis sur la deuxième mi-temps, il a une relation avec Dustin Sleva qui est exceptionnelle, je trouve. Déjà, les 3 passes décisives qu'il fait sont pour Sleva. Il y en a 2 qui sont pour des shoots à 3 points face au panier où on ne comprend pas pourquoi l'équipe, la défense d'Évreux est limite plus focus sur Loïs Gendret que sur Dustin Sleva. Et Dustin, il a quasiment 1m50 pour prendre son tir sans problème. Et puis il a des gros tirs. Il a des gros tirs. Il a le tir qui fait passer devant à 5 minutes de la fin. Et à partir du moment où il a rentré ce tir, derrière, il sort 2 minutes plus tard. Paris n'a jamais lâché le lead jusqu'à la fin du match.
C'est lui qui met les gros tirs au bon moment. Et le pire, c'est qu'il reste très tard jusque dans le quatrième quart-temps. On se dit à un moment que c'est bizarre que le coach ne remette pas Milan, mais en fait, juste parce que ça marchait avec Loïs. Et je crois qu'il le fait sortir peut-être à 4 minutes de la fin. Donc, ça montre l'impact positif qu'il a eu. Et pour revenir de ce que tu disais, sa relation avec Sleva, mais en fait, c'est marrant, mais Loïs, en fait, a l'impression qu'il a une bonne relation avec tous les joueurs. On sent que c'est un peu. On était au match, on a senti vraiment qu'il y avait une effervescence autour de lui sur n'importe quelle bonne action qu'il pouvait faire, que ce soit un tir ou juste une bonne défense. Il y avait vraiment tout le banc qui était derrière lui. Et c'était marrant, toute cette émulation qu'il y avait derrière ce joueur. Et je pense que ça a aussi aidé Paris en fin de match. Ça a donné une vraie forme d'excitation. Et voilà, c'était assez marrant à voir. Ouais, puis comme tu le dis, du coup, on risque de le revoir assez vite sur les parquets, à Poitiers sûrement, parce qu'on va forcément faire un point à infirmerie, malheureusement. Alors, si je fais les comptes à l'heure actuelle, Gauthier Denis, il a une déchirure au mollet, sera absent, pardon, au moins jusqu'à Nantes. Donc, c'est dans une dizaine de jours. Même problème pour John Béguerin, qui sera absent jusqu'à Nantes, normalement, lui qui souffre d'une déchirure à la hanche. Et le problème, la très très mauvaise nouvelle, à mon avis, du côté du Paris Basketball, c'est la blessure de Kevin Franceschi. Je crois qu'on est à 2 minutes 30, 3 minutes de match face à Évreux. Où sur un drive plutôt anodin, il retombe très très mal. Bon, il y a une petite faute, mais voilà. Alors, a priori, on parlait d'une fracture de la malléole en sortant du match. Peut-être que ça tourne autour du péroné, pardon. On serait autour de 3 ou 4 mois d'absence. Là, on est sur une petite catastrophe côté Paris, parce que déjà, là, si on fait les 3 joueurs absents, c'est tous sur le même poste. Mais surtout, il va falloir recruter quelqu'un. On ne peut pas faire revenir Martin Baines? Ah bah il pourrait, il a un passeport géorgien, donc techniquement il pourrait revenir. Je crois qu'il n'a pas de club en plus cette année, mais évidemment, là, déjà Paris jouait, enfin, un effectif avec déjà un joueur en moins de base. Ils avaient la possibilité de recruter quelqu'un, ils ne l'avaient toujours pas fait. Là, il va falloir prendre un pigiste médical, à mon avis, parce que bah, j'aime beaucoup Loïs Gendret, mais à mon avis, sur les prochains matchs qui vont arriver, il n'aura pas la même régularité, la même propreté que ce qu'il a eu samedi. Franchement, je pense qu'il n'y a pas, à dire ouais, peut-être qu'il peut s'adapter, etc. La solution, elle est très simple. Il faut juste que ça soit le plus rapidement possible, mais trouver un pigiste médical. Je crois que c'est Antoine qui m'en parlait juste après la blessure de Kevin, qui me disait c'est dommage que Jérémy Enzoli, qui s'entraînait avec Paris depuis en novembre-décembre, qu'il ait trouvé un club en Jeep Elite en début de semaine. Ça aurait pu être. Alors, c'est un très, 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 très beau client, Jérémy Enzoli. Hein, c'était peut-être utopique. Hein, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui avait travaillé avec le Paris Basketball sur les mois, et Paris aurait pu lui faire une offre. Vous imaginez quoi, du coup, pour samedi, du coup, parce que Paris va se déplacer à Poitiers. Vous imaginez quoi en termes de travail, en termes de line-up? Qu'est-ce que Paris peut imaginer? Alors, Poitiers, on le sait, c'est une équipe qui est en difficulté, mais qui a gagné à l'extérieur à Antibes la semaine dernière. Voilà. Comment vous jugez un peu les jours et limite semaines qui vont arriver du côté de Paris? Franchement, Jean-Christophe Prat a l'air d'être. Enfin, il est assez imprévisible. Donc, moi, je pense qu'il y a un joueur qui pourrait poser question. Est-ce que ça serait vraiment surprenant de voir Ganapamo titulaire, par exemple? Je me pose la question. Bah, Oui, je pense quand même. ouais. Il l'a fait jouer. Il l'a fait jouer sur des matchs. Il l'a fait rentrer à des moments où on aurait eu la même incompréhension que s'il est titulaire là prochainement. Hein, franchement. Des fois, je le voyais, je l'ai vu rentrer dans un mode. Je ne sais plus si Bah, c'était il a, Quimper, mais à un il a, moment. il a joué 11 minutes contre Quimper et 9 minutes contre Évreux. Là. Ouais, voilà, tu vois. Donc, sachant que c'est le seul profil un peu moins intérieur que tous les autres, à part Milan, de tous ceux qui vont être disponibles. Je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. J'ai hâte de voir ce qu'il Il va avoir des minutes. Le problème, c'est que là, sur les 2 matchs qu'il a eu, les minutes, il les prend pas comme il faut. Par exemple, à Évreux, c'est lui du coup qui remplace directement Kevin quand il se blesse. Il joue peut-être 5 minutes et en 5 minutes, il fait que des mauvais choix quasiment. À chaque fois qu'il reçoit la balle, il est jamais en mouvement. Et quand tu vois Jean-Christophe Prat sur le banc, en fait, il lui donne, enfin, il crie que sur lui. C'est que sur lui qu'il lui donne ses consignes parce qu'il les respecte pas. Et il fait rentrer Loïs Gendret à sa place
pour faire un bas court Milan avec Loïs, ce qui est déjà très expérimenté et petit. Et du coup, il s'est retrouvé en difficulté, Loïs, aussi parce que il n'y avait pas d'autre solution que de le faire rentrer lui à la place d'Evans. Non, mais moi, je pense qu'il ne peut pas commencer avec Luis et Milan. Non, il pourra pas. Il pourra pas, c'est sûr que non. Mais est-ce qu'il ne reviendrait pas du coup à la line-up Bah tall ouais. ball, comme on dirait contre cela. Bah après, je voulais juste rajouter quelque chose sur Evans. En fait, la relation entre Pratt et Ganapamo est assez particulière. Tu disais, Flav, que on le voyait pendant le match face à Évreux, il l'a beaucoup, on va dire entre guillemets, engueulé. Et le mot est peut-être faible. Mais à un moment, quand je l'ai revu sur le banc, pendant qu'il y avait un arrêt de jeu, je l'ai vu beaucoup parler avec justement Evans. Et après, il lui a caressé la tête en mode, je sais pas, on a l'impression que c'est une relation père-fils un peu où il va l'engueuler parce qu'il respecte pas les systèmes, mais en même temps, j'ai l'impression il sait que le joueur a tellement de talent que il est un peu entre deux eaux en train de se dire, j'aimerais bien le mettre sur le terrain, mais en même temps, il respecte pas mes consignes. Alors, c'est compliqué pour moi de lui donner plus de minutes. Donc, Quand tu vois les minutes qu'il a depuis le début de la saison, il n'est pas entre deux eaux. Il a fait son choix. Tant qu'il oui, mais ne sera pas. Hein. sur les derniers matchs, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de frustration pour lui de se dire j'aimerais bien le faire jouer plus, mais en fait, il peut pas parce que tout simplement, il respecte pas ce qu'il lui dit, quoi. Ou alors, bon, après, on n'est pas dans les secrets des systèmes mis en place. Mais voilà, je voulais juste donner le ressenti parce qu'on était là-bas et c'était assez intéressant de voir ce petit moment. Ça m'a fait rire. Mais ouais, bon, pour terminer pour samedi à Poitiers, je sais pas, ouais. Moi aussi, le bac courte Gendré Milan, j'y crois pas. C'est trop petit et je pense que ça sera trop facilement exploité. Donc, pourquoi pas repartir avec tous les comment dire, pas les pivots, mais les intérieurs en début de match. Ça pourrait être une solution. Ouais, en tout cas, on verra ça du coup dès samedi à 20h. Ce sera du coup du côté de Poitiers, comme on le disait. Ce sera sur la LNB TV comme d'habitude. Et puis suivra aussi la réception de Nantes. Ce sera samedi 13 à 16h30. On va enfin retrouver le Carpentier pour les Parisiens. Messieurs, on va s'arrêter ici. Je vous rappelle juste que vous pouvez vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @ParisB-8OnAir, Paris Basketball On Air sur Facebook. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos sur les deux matchs qui arrivent sur le site. Voilà, likez, partagez le podcast. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé l'épisode. Nous, on va se retrouver au plus vite pour le prochain. Merci les gars et à la prochaine. Ciao. Salut! Salut!